Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que il y a deux choses dont je voudrais parler, dont je n'ai pas encore abordé. C'est que l'Empire tient son pouvoir du pouvoir qu'il a sur l'Amérique. L'Amérique n'est pas l'Empire. Et il y a une colère anti-impériale qui monte aux États-Unis, même si elle ne s'appelle pas comme ça, qui est la colère des classes moyennes et du peuple américain, qui se plaint de la prédation de Wall Street et du rôle terrible que ça a sur le niveau de vie des Américains. L'Amérique n'existe parce que le rêve américain existe. S'il n'existe plus, ça devient très dangereux. C'est ce qui tient les Américains entre eux, qui sont une mosaïque aussi d'ethnie, et qui en fait une nation. Si le rêve américain s'écroule, c'est très dangereux. Et donc on a ce peuple américain qui se plaint au nom des 99% de la prédation des 1% qui est l'Empire. Et effectivement, cette puissance impériale tient tout son pouvoir du contrôle qu'elle a sur l'Amérique. C'est le lobby sioniste sur le Congrès. Effectivement, on a dit tout ça. C'est le contrôle du dollar par l'escroquerie de la Réserve fédérale américaine, la trahison de Woodrow Wilson en 1913. Voilà. Donc, en fait, l'Empire tient l'Amérique, mais l'Amérique réelle gronde. Donc, ils sont pressés. Parce que s'ils perdent l'Amérique, ils perdent tout. Il faut comprendre. Voilà. Donc, ils ont un calendrier, ils sont pressés. Et pour faire l'union sacrée, pour que la colère arrête de gronder, il faut peut-être aussi déclencher une guerre. La guerre contre un tiers fait toujours l'union sacrée. C'est le problème aussi de l'État d'Israël, qui a une grève générale qui arrive en ce moment, qui est pris dans des contradictions qui sont les contradictions du néo-capitalisme, qui touche aussi l'État israélien, avec des manifestations, un problème d'inégalité sociale, problème de logement, de chômage, etc. Une très grande, corruption, mafia, etc. Il est possible aussi que l'État d'Israël, qui est en train de s'écrouler sur des contradictions de type laïco-économique, ait besoin de créer une guerre pour refaire l'union sacrée. Il ne faut pas oublier que la guerre contre un tiers extérieur fait toujours l'union sacrée. Donc peut-être que l'Empire a besoin aux États-Unis et en Israël de déclencher une guerre assez rapidement, parce que sinon ils sont en train de se péter la gueule. Perte de contrôle de l'Amérique, contradictions internes, etc. Donc il y a cette composante. Il faut bien regarder aujourd'hui le mouvement des indignés américains. On sait par exemple que récemment, des associations de vétérans, ce qui est très important américain, les vétérans c'est quelque chose de très important aux États-Unis, parce qu'il y a toute une mythologie effectivement de l'Empire du bien, etc. Le vétéran a une cote morale souvent totalement injustifiée. En général, c'est un gros con qui a passé 2 ans à bouffer des McDonald's en Irak, à tirer sur les femmes et les gosses, mais il croyait qu'il se battait pour le bien, parce qu'en général, c'est un pauvre type issu du sous-prolétariat, qui s'est engagé dans l'armée américaine. Donc c'est toute la tragédie qu'on fait toujours faire le sale boulot par des gens qui normalement devraient fraterniser avec le peuple de ceux qui vont recoloniser. Mais c'est ça le satanisme impérial, c'est que ceux qui devraient fraterniser sont payés pour s'assassiner les uns les autres, pour la plus grande gloire et la plus grande puissance de l'Empire. Ça rejoint ce satanisme triangulaire que je dénonce, qui est l'essence même de certaines visions du monde, qu'on retrouve dans certains livres sacrés qu'il suffit de lire, etc. etc. Donc il faut bien regarder comment va évoluer le mouvement des indignés authentiques américains, leur jonction avec notamment les vétérans qui aujourd'hui se proposent de sécuriser les manifestants contre les policiers. And so, what is your main stance today? Yes. Well, we're exercising our Second Amendment right. I love it. Everybody can have a First Amendment right. So, what we want to drive home today is that, regardless of different beliefs, that the moment we give up our Second Amendment right, that's when tyrants can come in. That's when the big boys with guns can sweep through and take anybody's rights away. Right. So that's why we're standing out here today. That's our primary focus. Love it. I think this is awesome, man. You guys really rock, man. We put our back to everybody back here because we're trusting everybody behind us to be peaceful. Doesn't matter if we agree or disagree. Right. That's what our rights are about. So we're not Wall Street bankers. Let's put it that way. What? Stop hurting these people, man. Why y'all do this to our people? I've been to Iraq 14 months for my people. You come over here and hurt them. They don't have guns. They don't have guns. They don't. Why are you hurting these people? It doesn't make any sense. It doesn't make any sense. How do you sleep at night? There is no honor in this. There is no honor in this. Il faut savoir que la police de New York a récemment eu un don colossal de Wall Street. En fait, c'est pour transformer la police citoyenne en milice pour les protéger, parce qu'ils ont peur, effectivement. Comme disait Flaubert, je comprends tout, je ne comprends rien à la politique sauf l'émeute. Comme je le dis moi-même, on peut tout faire avec un chéquier sauf arrêter des balles. À un moment donné, le problème des mecs de Wall Street, ça sera de rester vivants dans leur tour. Si à un moment donné, les mecs montent dans les tours et les égorgent, ils seront morts. Voilà, c'est qu'on ne peut pas dépenser d'argent quand on est mort. C'est ça le vrai danger de l'oligarchie impériale, c'est qu'elle a le pouvoir. Son vrai danger, c'est de finir effectivement
comme a fini Mussolini, Hitler, etc. C'est-à-dire, leur vrai problème, c'est les pleins pouvoirs ou la mort. Hein. C'est une fuite en avant. Il n'y a pas de ligne médiane. C'est comme un mec, si on arrête de pédaler, le vélo tombe. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'aller vers le pouvoir absolu, parce que plus la contradiction s'exacerbe, plus on voit leur violence, plus il faut qu'ils en rajoutent dans le pouvoir et la violence, parce que à un moment donné, ils organisent, comme Papandreou, un référendum. Au bout, il y a leur mort, hein, il y a leur exécution physique. Donc, il faut bien regarder le mouvement des indignés authentiques aux États-Unis, parce que le vrai espoir, ça serait que l'Empire perde le pouvoir de là où il le tient, c'est-à-dire aux États-Unis. Et il faut bien regarder aussi, là on revient à la question syrienne, ce qui se passe au niveau de la Russie. Si la Syrie ne tombe pas tout de suite comme est tombée la Libye, alors que c'était le même projet, c'est parce que simplement Poutine, qui incarne le sursaut impérial russe, et donc contre-impérial, je dirais, c'est celui qui fédère le contre-empire, parce il faut une échelle à peu près égale pour pouvoir lutter contre un empire, il faut un contre-empire. C'est là que je ne suis pas d'accord avec Pierre Hillard, lui il pense que c'est une ruse de la raison hegelienne pour à la fin fondre le tout. J'en suis pas sûr, je pense que ce n'est pas écrit. Moi je suis authentiquement, de ce point de vue-là, marxiste, je pense que l'histoire n'est pas totalement écrite. Hein, voilà. C'est pour ça que l'espèce de pessimisme spenglérien de Benoît, pour moi c'est de la merde. C'est pas écrit, c'est pas une espèce de cycle fini. Il y a quand même de l'histoire et de la politique. C'est parce que ces gens-là ont renoncé à la politique, qui disent que tout est écrit, c'est pour justifier de se retirer du jeu et surtout valider a posteriori le fait qu'ils n'ont eu finalement aucune influence alors qu'ils rêvaient d'en avoir. C'est des trucs c'est transformer sa défaite en esthétique et finalement justifier théoriquement quelque chose qui est de l'ordre de l'impuissance. Donc c'est finalement une manière de masquer son impuissance. Enfin, je ne vais pas m'acharner sur de Benoît, mais voilà. Donc l'histoire n'est pas totalement écrite. Il n'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que Poutine a bloqué le projet de soumission totale et de dislocation totale du seul contre-empire qui existait, qui était l'URSS. Il a refait quelque part l'URSS d'une autre manière. L'URSS était déjà sous Staline autre chose que l'URSS. C'était redevenu la Grande Russie. C'est pour ça que moi je soutiens Staline de ce point de vue-là, exactement comme le fait Douguine. Hein, c'est que la révolution bolchevique, qui était une révolution, comme le dit très bien Solzhenitsyn, totalement juive, et apatride et antinationale, a été re-russifiée par Staline, et qu'il a fait un gros ménage. C'est ce qui explique d'ailleurs, c'est ce qui rend logique et cohérent les procès de Moscou qu'on nous présente comme absurdes. Hein, il a re-russifié l'URSS pour que ça redevienne non pas l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire quelque chose sans aucun référent national et purement abstrait. Il en a refait l'Empire russe. Voilà. Et Poutine est dans cette logique aussi, en se réclamant autant d'ailleurs de Staline que de Pierre le Grand, parce que c'est totalement cohérent. Douguine l'explique très bien tout ça. Et Poutine a été sans doute la plus grande défaite de la stratégie impériale néoconservatrice, c'est qu'il a mis un terme à la dislocation de la seule entité qui pouvait réellement s'opposer au projet néoconservateur que je vous explique. C'est qu'il a reconstitué le noyau dur de la nation russe, et maintenant il est en train de reconstituer l'Empire russe, et il dit non. Et il a dit non, vous ne ferez pas à la Syrie maintenant ce que vous avez prévu de faire, et que je vous ai laissé faire à la Libye. C'est un autre sujet de savoir pourquoi les Russes ont laissé faire en Libye ce qu'ils ne laisseront pas faire en Syrie. Je ne viendrai pas là-dessus, il y a plusieurs explications, géopolitiques, aussi la manière dont depuis 20 ans, comment dirais-je, Kadhafi se maintient au pouvoir en zigzagant peut-être un peu trop, etc. Enfin bon, aujourd'hui, il y a deux clés à comprendre pour savoir si le projet de Troisième Guerre mondiale va s'accomplir ou pas vite. C'est la manière dont l'Empire peut perdre le contrôle des États-Unis. S'il perd le contrôle des États-Unis, il perd le contrôle de l'américaine. Il n'y a plus que la fourberie, je dirais, de Shylock, mais il n'y a plus derrière la puissance et la cruauté de l'armée anglo-saxonne. C'est-à-dire que pour que l'Empire s'écroule, il faut découpler, dans cette alliance judéo-chrétienne, il faut découpler le judéo du chrétien. C'est-à-dire il faut découpler la violence anglo-saxonne de l'armée américaine de l'intelligence machiavélique talmudique. Voilà. Parce que l'Empire, c'est cette alliance. Wall Street s'impose par de la... comment dirais-je, par de la forfaiture bancaire, mais quand cette forfaiture bancaire est identifiée, arrive l'armée américaine pour imposer un coup de pompe dans le cul, ce qui ne veut plus être admis par le sophisme. Donc en réalité, pour que l'Empire s'écroule, il faut découpler ce qui a été couplé pour la première fois, ce que j'appelle la naissance de l'Empire, au niveau de la création de la City, et le saut qualitatif de la couronne d'Angleterre, qui est la jonction de la banque et de la famille royale anglaise, qui est en fait la réalité de l'Empire, ce couplage judéo-protestant, ce couplage effectivement de la violence anglo-saxonne guerrière et de cette intelligence machiavélique qui passe effectivement par l'usure, que nous retrouvons parfaitement dans les écrits
qu'il est difficile de nommer, mais que, voilà, étant donné qu'on a le droit de critiquer la religion, il suffit d'aller au texte. On peut aussi lire Marx, il a écrit un livre qui s'appelle La question juive, on peut lire aussi Marx. On peut lire en fait tous les auteurs qui ont pensé sereinement à la question, à l'époque où on pouvait encore en parler, parce que le pouvoir n'était pas total. Hein, voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus, non pas parce que les livres ne sont pas disponibles, et non pas parce que l'intelligence n'est pas là, mais parce que la domination est tellement grande que c'est trop dangereux, c'est tout. Mais sinon, tout est à disposition. Hein, voilà. Comprendre aujourd'hui la situation syrienne est très intéressante, parce que aujourd'hui, Israël exige que finalement l'Empire attaque l'Iran et mette à genoux la Syrie. La Russie néo-impériale de Poutine ne peut pas accepter effectivement que ni la Syrie ni l'Iran ne tombent sous domination impériale, car c'est finalement revenir à la situation de l'écroulement de l'URSS de l'époque Elstine. C'est une asphyxie intolérable, et les Chinois n'y ont pas trop intérêt non plus, même s'ils sont plus discrets. Donc si, on va dire, la puissance impériale, là, qu'on va appeler américano-sioniste, on peut tantôt l'appeler judéo-protestante, tantôt américano-sioniste, puissance impériale, outrepasse je ne sais pas comment on dit, non en russe, ce niet là des Russes, la Troisième Guerre mondiale est pratiquement là, parce que ça va être les dominos, la violence va monter de façon exponentielle, et certains, comme je l'ai dit, y ont intérêt pour cacher leur faillite bancaire et accomplir leurs projets, et croire que c'est possible parce que ça a déjà marché 2 fois. Hein, donc je ne vois pas pourquoi, plus je gagne, je rejoue. Hein, voilà. Et surtout que les morts, comme je l'ai bien dit, les morts, il y a des gens qui me disent ils se réjouissent parce que soi-disant machin. Je dis non, il y a eu. La Deuxième Guerre mondiale a fait 50 millions de morts. Je crois que même si on admet certains chiffres officiels, ce qui est déjà très difficile quand on a un cerveau qui fonctionne bien, ça fait quand même 44 millions de goy qui sont morts. Voilà. Donc si c'est ça la vision du monde, on a énormément morflé. Donc moi, la guerre mondiale ne m'intéresse pas personnellement. Voilà. Donc regardez ce que vont dire les Russes, regardez comment l'Empire contrôle ou pas ou est affaibli aux États-Unis, c'est très important. Et là, je parle de la Syrie, parce que dans les écrits prophétiques, qui moi m'intéressent beaucoup, l'endroit où l'Antéchrist va être arrêté par le Messie, le retour de Jésus, c'est Damas. Damas est le lieu sacré où se mènera le combat de l'Antéchrist contre cette union du Mahdi et du Christ. Nous on dit ressuscité, qui revient à la fin des temps pour mener ce combat, voilà, contre Satan. Hein, voilà. Donc Damas est très intéressant en ce moment quand on voit ce qui se joue et ce qui se passe. Vous avez remarqué que la Syrie joue un jeu très intelligent en disant j'admets tout ce que dit la Ligue arabe. La Ligue arabe dit non, ils font pas ce qu'il faut. Devant le siège de la Ligue arabe, une dizaine de fausses dépouilles étendues sur le sol. Une manière pour l'opposition syrienne de symboliser les victimes de la répression de Bachar al-Assad et d'interpeller la Ligue arabe. Cette dernière a finalement décidé de sanctionner la Syrie et appelle les ambassadeurs arabes à quitter Damas. Puisque le gouvernement syrien n'a pas respecté immédiatement l'accord passé le 2 novembre dernier, la Ligue arabe a décidé de suspendre la participation de la délégation syrienne. Il y a vraiment une volonté qui passe par la Ligue arabe, donc par l'islam de collaboration, qui est à peu près le même islam de collaboration. On avait, nous, le catholicisme de collaboration déjà dès la Troisième République. Vous avez l'islam de collaboration. C'est pour ça que pour les crétins d'extrême droite qui croient qu'il y a un islam et des musulmans comme une espèce de horde compacte et fédérée, c'est d'une bêtise incroyable. Il n'y a rien de moins uni que l'islam. Hein, voilà. Donc la trahison se fait notamment là par la Ligue arabe, vous voyez, Saoud, la Ligue arabe, etc. Donc là, on voit vraiment que la Ligue arabe pousse à la pacification violente de la Syrie et à l'écroulement de la Syrie, avec l'espoir de mettre un régime de type sunnito-saoudien au service de l'Empire. Hein. Donc on voit bien la jonction, comment dirais-je, sunnito-saoudiano-sionisto-impériale, ce qui s'explique totalement par l'histoire de la famille des Saouds, les accords de Quincy et le pétrodollar. Hein. Tout est bordé de A à Z. Et pourquoi ils sponsorisent Al-Qaïda, pourquoi ils ne sont pas du tout sur la même ligne que les anti-impériaux de type chiite, pourquoi le Qatar a fait la guerre de pacification de la Libye,
pourquoi ils auront la Coupe du Monde de football en 2000, je sais pas combien. Enfin voilà, on voit bien que cet islam de collaboration existe partout, voilà, et qu'on n'est pas cette fiction de deux mondes judéo-chrétiens contre un monde musulman est un mensonge et un montage que la perversité impériale tend à rendre crédible par le mensonge médiatique et les manipulations effectivement de tribales sur le terrain, etc., etc. Cette guerre se fera sur le dos des musulmans globalement et amènera finalement à la soumission du dernier empire qui n'est pas totalement soumis au niveau théologique et moral à l'empire monde qui est après le monde catholique et le monde européen chrétien authentique, le monde de l'islam. Donc voilà, ils seront pacifiés définitivement par cette Troisième Guerre mondiale. L'Empire, qui est responsable du chaos, s'en sortira et rendra responsable un bouc émissaire. Nous servirons de chair à canon pour faire ce sale travail. Les armées françaises, anglaises, tous les connards là, de l'extrême droite anglaise aujourd'hui qui sont applaudis par des rabbins new-yorkais pour aller ratonner des musulmans pakistanais que l'Empire anglais a fait venir de A à Z. Hein. Enfin voilà, tout est en place effectivement, et ça ressemble beaucoup à ce qu'annonçait... toute proportion gardée, Céline dans Bagatelle pour un massacre. C'est de ça dont parlait Céline dans Bagatelle pour un massacre, pas d'autre chose. Hein. C'était un écrit pacifiste pour dire j'ai compris la mécanique qui amène à la Deuxième Guerre mondiale, j'ai déjà fait la première comme un couillon, vous ne me ferez pas faire la deuxième. Et bien, quelque part, comme le dit Rav von Chaya, comme tout le monde, il a été pris par les cheveux, il a été obligé de la faire. C'est-à-dire qu'effectivement, demain, un pacifiste comme moi, on dira voilà, tu choisis le monde libre judéo-chrétien, hein, le monde de Bernard-Henri Lévy, mais aussi de Monsieur de Zemmour, de Charlie Hebdo, et de tous les couillons qui appelleront au meurtre et au sang dans tous les bistrots de France, bien poussés à bloc par France 2, par tous les médias sous contrôle, pour aller ratonner des pauvres musulmans qui effectivement seront bien obligés de se défendre et de se radicaliser par des humiliations, avec dedans des petits groupes de salafistes sponsorisés, qui sont déjà sponsorisés, pour mettre des vidéos sur Dailymotion où ils égorgeront au couteau de cuisine devant des immeubles du 9-3 des pauvres Gaulois qu'ils auront attrapés, comme on a vu dans les opérations tchétchènes ou afghanes, ou même d'ailleurs en Libye, on a vu ça en criant Allah Akbar. Donc tout le théâtre sera mis en place. Un type comme moi sera assassiné soit par des extrémistes sionistes, soit par des identitaires, soit même par des salafistes sponsorisés. Et historiquement, je serais traité comme un traître parce que j'aurais pas voulu aller à la boucherie, exactement comme les pacifistes de l'entre-deux-guerres ont été traités de collabos après-guerre, dont le père d'ailleurs de Lionel Jospin. Vous voyez, on peut prendre des exemples un peu partout. Il y en a plein dans le personnel politique actuel d'anciens pacifistes qui serrent les fesses pour pas qu'on leur rappelle le passé de leurs parents, y compris dans la haute justice française, parce que l'Empire aime bien faire tapiner des types qui tiennent par leur passé propre ou le passé de leurs parents. Faut comprendre ça. L'Empire ne coopte en dernière instance des gens honnêtes et purs parce qu'ils sont très difficilement instrumentalisables. Ils prennent toujours des gens qui ont des dossiers, parce que ceux-là, on leur fait faire le tapin comme on veut. C'est comme ça qu'après-guerre, je le sais parce que je l'ai étudié, des personnes qui avaient collaboré ont été recyclées par le Parti communiste pour faire le... Je ne citerai pas des personnages comme Simone Signoret, etc., parce que je ne voudrais pas avoir d'ennui, mais on ne parle pas souvent des guerres, de ce qu'on fait pendant la guerre, Françoise Giroud, Simone Signoret, alors qu'on reproche à peu près la même chose à des gens, effectivement, qui n'étaient pas impliqués, qui avaient leur quant à soi, comme Arletty, vous voyez, voilà, il y a des gens qui ont été recyclés, qui ont fait de la bonne propagande. En général, c'est communiste, parce qu'il fallait, dans la logique impériale, aider le bloc de l'Est à se construire sur le dos du cadavre du nazisme. Et en étudiant ces sujets, je me suis rendu compte que ces gens-là faisaient incroyablement bien le boulot, parce que sinon on leur ressortait leur dossier qu'ils n'avaient pas tout à fait une bonne guerre, y compris Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre a passé toute la guerre au Flore. Hein. J'avais parlé au docteur Pache qui m'avait dit comment Sartre lui avait demandé, il était président de l'Institut psychanalytique de Paris ou un truc comme ça, et il me dit Sartre m'avait demandé sous l'occupation de faire un texte pour montrer qu'il y avait un lien entre l'homosexualité et la collaboration. Enfin, vous imaginez le niveau de morale de Jean-Paul Sartre. Et non seulement il a passé toute sa guerre au Flore en tant qu'expert de Heidegger, traducteur frelaté d'Heidegger, Heidegger qui avait été recteur nazi de l'université de Freiburg et qui avait pris la place d'un juif et obligé de se sauver, qui était Husserl quelque part. Donc, bel enculé Heidegger, il n'y a pas de problème. Hein. Bon nazi, bon fonctionnaire nazi quand c'était pas trop dangereux. Après, sa philosophie, j'en ai rien à branler, c'est du jargonnage. Mais je veux dire, se réclamer d'Heidegger pendant la guerre au Flore, comme l'a fait Sartre, c'est pas avoir fait une guerre très héroïque. Et il a fait jouer 2 pièces de théâtre
en demandant l'autorisation à l'occupant allemand, à Otto Abetz, alors que Céline, qu'on traite de collabo, qui avait écrit une pièce qui s'appelle L'Église, aurait pu exiger, s'il était ce qu'on dit qu'il est, que sa pièce soit jouée pendant l'occupation. Or, Céline était très mal vu par l'occupant parce que considéré comme incontrôlable et dingo, et il n'a jamais usé de ces relations qu'il n'avait pas pour faire jouer l'Église pendant la guerre. Or, Jean-Paul Sartre a fait jouer, je ne me rappelle plus du titre, de toute façon c'est le théâtre de Sartre, ce qu'il a fait de moins mauvais est quand même de la merde, parce que le reste c'est de la super merde, ses romans, sa philosophie c'est de la super merde. Il a fait jouer 2 fois pendant l'occupation ses pièces de théâtre dans des théâtres, les mêmes théâtres où on joue Golgotha Picnic, avec l'autorisation des Allemands. C'est-à-dire qu'il a demandé aux Allemands de pouvoir jouer, notamment dans le théâtre Sarah Bernard débaptisé pendant la guerre. Ça n'a pas gêné l'occupation allemande, ça n'a pas gêné l'antisémitisme d'État. Mais par contre, après-guerre, quand il a fallu qu'il continue à faire son petit numéro, on lui a demandé des comptes. On a dit Jean-Paul Sartre, tu as fait une mauvaise guerre. Soit on te met à l'amende, soit on te recycle comme tapin. Et qu'est-ce qui sort en 1947, Jean-Paul Sartre ? Réflexion sur la question juive. Dont la première phrase est le juif n'existe pas, c'est l'antisémite qui le crée. Je pense que c'est la phrase la plus injurieuse pour un juif authentique qu'on puisse jamais écrire. Mais c'était une phrase politiquement très utile pour aider à ne rien comprendre à ce qui s'était passé en 40-45 et qui ne s'expliquait que par ce qui s'était passé en 1918 et 1939. Jean-Paul Sartre, qui est l'ordure et le crétin absolu, pour moi c'est l'ancêtre de BHL, mais aussi de Charlie Hebdo, mais aussi de toute la gauche collabo, le gauchisme stupide, etc. Voilà, Jean-Paul Sartre est un bon exemple de ce que c'est qu'un collabo parfait du système. Hein, c'est-à-dire ce que j'appelle la droite la plus intelligente. La droite, Zemmour étant la droite Raymond Aron, finalement c'est la droite honnête, la droite qui se montre pour ce qu'elle est. La droite, Jean-Paul Sartre est bien plus intelligente que la droite Aron. Mais d'ailleurs, il fait le même boulot et ils opèrent la jonction. Donc, le boulot de Sartre à l'époque était effectivement de pousser les jeunes étudiants, de les détourner de la conscience de classe authentique et du combat de classe authentique. Hein, voilà. Et je vous dis, quand Sartre écrit son Réflexion sur la question juive en 1947, c'est simplement parce qu'il faut qu'il paye pour sa mauvaise guerre, pour être recyclé par les maîtres de l'Empire du côté des gagnants. Voilà. Et à un moment donné, il faut raquer, il faut payer. Et vous verrez bien que si vous étudiez les trajectoires de plein de minables qui ont eu des belles carrières en passant sous la pluie sans jamais être mouillés, c'est-à-dire qu'on fait une très bonne avant-guerre, une très bonne guerre, une très bonne après-guerre, c'est toujours le même la même soumission discrète mais efficace aux puissances impériales sur des sujets qui sont très souvent les mêmes. Voilà. Bon, petite parenthèse parce que il faut faire que je fasse profiter aux jeunes de tout ce travail que j'ai accumulé, puisque mon espérance de vie se réduisant chaque fois que j'en dis un peu plus. Ce qu'il faut, c'est que comme tout ça circule et que c'est difficilement contrôlable puisque c'est Internet, j'ai quand même j'ai commencé à lire à l'âge de 17 ans, j'ai une grosse bibliothèque dans ma tête et j'essaye de la diffuser avant que, comment dirais-je, je sais qu'un cerveau est fragile et que malgré toute la sophistication et la puissance de mon cerveau, ça ne peut pas grand-chose contre une batte de baseball ou un calibre 9 mm Parabellum. Voilà. Et donc, voilà, intéressez-vous à la trajectoire globale de Jean-Paul Sartre, hein, de 1930 à sa mort. Hein. Oui, parce que là, on a beaucoup parlé de tas de sujets sérieux, mais là, comme il faut faire un peu de culture, il y a un très joli film amusant qui passe en ce moment, là, pour ceux que ça intéresse, parce que ça aussi, ça fait partie d'un travail de vérité. Il s'agit d'un film, production Argos Film 1985, qui s'appelle Les fruits de la passion. J'ai trouvé ça dans une supérette au fin fond de l'Espagne. Film que Bernard-Henri Lévy n'aime pas trop qu'on fasse circuler. Et alors ce film a un grand intérêt, c'est qu'on y voit Ariel Dombal, ce que j'appellerais moi le vrai visage d'Ariel Dombal, c'est assez drôle, avant qu'elle ait le visage entièrement refait, mais surtout on la voit dans ses débuts du cinéma, où elle se fait prendre en levrette copieusement par Klaus Kinski. Elle joue le rôle d'une sous-maîtresse de bordel à Macao dans les années 30, et il y a 2-3 scènes pas piquées des hannetons de prise en levrette, où on voit d'ailleurs qu'elle a un corps tout à fait gracieux, mais que le visage, il y a eu un énorme travail de chirurgie esthétique pour arriver à ce qui est aujourd'hui et même ce qui était hier. Voilà, donc c'est amusant. Donc ceux qui aiment bien ces manières de glisser une petite quenelle à BHL par la bande, comme ça. Voilà, c'est pour ceux que ça intéresse. Ce film s'appelle Les fruits de la passion, Argos Film 1985, et c'est très rigolo parce qu'on y voit les débuts d'Ariel Dombal avec, je dirais, son vrai visage et son postérieur de l'époque.
l'un étant nécessitant réellement d'être fait, là bien fait, et l'autre étant à l'époque dans un état de fraîcheur qui défie toute concurrence et qui mérite, bon sauf pour les musulmans pieux, qui mérite largement le détour. Donc voilà, réjouissez-vous, allez sur Internet. Moi je trouve que c'est pas mal pour mettre une petite quenelle au système de ces gens qui se prennent pour des élites, qui nous la jouent grande culture, voilà, de voir qu'ils ont commencé à poil, en levrette, en poussant des grognements. Je trouve ça assez rigolo, voilà. Donc n'hésitez pas, hein, je le remontre, voilà. Ça doit se trouver un peu chez les soldeurs sur Internet. Si vous voulez vous amuser entre vous comme petite quenelle, vous faites des petites projections de Les Fruits de la Passion. Il y a de quoi rigoler sur nos élites culturelles, médiatiques, intellectuelles et politiques actuelles. Voilà. Salut à tous, merci. Je crois qu'on a vraiment fait le tour de la question. Et je vous dis merci pour votre fidélité et au mois prochain.